Et puisqu'on parle d'école, revenons un instant sur les fameux groupes de niveau que Gabriel Attal veut instaurer au collège, en français et en maths. Mettre les bons d'un côté, puis les moins bons de l'autre. Est-ce que c'est ça la solution pour relever le niveau au collège? Cette idée phare, le retour des classes de niveau au collège, l'idée à première vue pourrait sembler séduisante, permettre aux meilleurs élèves d'atteindre l'excellence en n'étant pas bridés par le reste de la classe et donner aux élèves en difficulté l'occasion de rattraper leur retard dans des classes en effectif réduit. Bien, les groupes de niveau. Alors, ces groupes de niveau, vous êtes très opposé aux groupes de niveau. Mais je vois pas qui est pour, en fait, à part Alix Rivière, Gabriel Attal. Enfin, on a du mal à trouver qui est pour, réellement, quand on parle. Enfin, c'est un peu comme le SNU, si vous voulez. Pour nous, c'est important d'avoir des classes qui sont ouvertes à tous et qui sont mélangées. Et puis, on sait que c'est ça qui tire les élèves vers le haut et non pas de mettre de côté les moins bons élèves. Le groupe de niveau va casser la cohésion de classe des élèves. C'est-à-dire, on a eu tous, en tant qu'enseignants, des expériences où les élèves faibles étaient tirés par le haut par des élèves forts. Il y avait une cohésion de classe, il y avait une dynamique de travail. Là, il a décidé tout seul de la mise en place de ce système et ça ne marchera pas. C'est ce que constatent les collègues. Bon, en apparence, on peut se dire que c'est un tout qui peut paraître raisonnable. Pourquoi vous êtes si sceptique? Eh bien écoutez, c'est simple, mon scepticisme en l'occurrence, c'est surtout celui de la recherche. Les classes de niveau, c'est une vieille idée qui a été très bien étudiée par les sciences de l'éducation et toutes les études convergent pour montrer que c'est en réalité une machine à renforcer les inégalités. On peut citer notamment les travaux de la sociologue française Marie Duru-Bella. Elle montre que dans des classes de niveau, les bons élèves sont, c'est vrai, poussés vers le haut. En revanche, les élèves les plus en difficulté tendent à s'effondrer, qu'ils soient ou non dans des classes en effectif restreint. Le fait d'être rassemblés dans un groupe fragile achève, hélas, de les convaincre qu'ils sont mauvais. Malgré toute la bonne volonté des enseignants, quand on regarde les résultats à la fin de l'année, ils sont cruels. Les bons élèves sont devenus meilleurs, les moins bons ont encore plus à rattraper. Et d'ailleurs, à l'exception du SNALC, qui est très minoritaire, tous les syndicats sont vigoureusement opposés à cette mesure. Déterminer et décider que dès la 6e, on va faire des groupes de niveau en mathématiques et en français, c'est décréter dès la 6e qu'il va y avoir les élèves à la cave, les élèves au rez-de-chaussée et les élèves au premier étage. Et c'est s'assurer, dans ces cas-là, que ceux qui vont être désignés pour aller à la cave dès la 6e, ils resteront jusqu'au bout. Et on sait parfaitement, et les sciences éducatives l'ont montré, les sciences sociales également, qu'à partir du moment où on crée des groupes de niveau de cette manière-là très tôt, pour le groupe qui se situe en bas de la hiérarchie, pour celui-là dans un système qui est déjà ultra élitiste. Pour celui-là, les inégalités s'aggraveront. Les études sur les groupes de niveau, ce qu'on voit en général, elles nous disent toujours que les meilleurs élèves sont plus favorisés par ce système. Oui. Et je trouve ça très bien pour eux. Le problème, c'est comment on fait pour la remédiation. En fait, ça nous pose une vraie question à laquelle on ne veut pas trop s'atteler en France. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour aider les élèves les plus en difficulté? Quel dispositif on met en place? S'il s'agit juste de regrouper ensemble les élèves en difficulté et de leur dire, il y a un risque, c'est vrai, que ces élèves-là se sentent relégués et en difficulté. Un groupe de scientifiques a donné ses résultats sur les groupes de niveau. Ce groupe, c'est le programme de recherche ID. Pour eux, les élèves en difficulté perdent confiance en eux et les résultats scolaires ne montent pas. Les profs sont aussi plus cool avec les élèves les plus faibles. Ils attendent moins d'eux et ça ne les aiderait pas à progresser selon l'étude. Leur conclusion est claire, elle dit que les regroupements permanents, comme les groupes de niveau, sont inefficaces. Mais attention, le rapport PISA, le programme international pour le suivi des acquis, dit que ça peut marcher. Il constate une relation positive entre les performances en maths et les groupes de niveau, mais uniquement si le groupe est limité à quelques élèves. Le chercheur Marc Gurgan s'est penché sur cette question à travers cette note pour l'École d'économie de Paris et la conclusion est sans équivoque, les regroupements permanents tels que les classes de niveau pour toutes les matières sont inefficaces. Selon lui, si on regroupe les plus faibles, ils se sentent stigmatisés, assignés à un groupe et ça a un effet démotivant pour eux. Quant aux plus forts, bien, les groupes de niveau ne changent rien pour eux non plus. Les classes hétérogènes ne les empêchent pas d'évoluer. Enfin, le niveau de réussite étant souvent lié à la catégorie sociale, les élèves risquent d'être regroupés en fonction de leurs origines. Le dernier rapport PISA met en avant des méthodes qui marchent en Europe. D'abord, on ne touche pas à la classe. On crée des groupes à l'intérieur, basés sur des besoins précis. Par exemple, si des enfants ont des difficultés avec les fractions ou avec le théorème de Pythagore, on leur propose des cours spécifiques. Puis, ils réintègrent la classe
quand ils sont au niveau. Ces élèves doivent régulièrement être évalués et les groupes ne doivent pas être figés. Bon, déjà, il faut le nuancer un petit peu. Le classement PISA, je renvoie aux travaux du sociologue Fabien Truong, sociologue de l'éducation. Il montre que si la France réussit, et c'est vrai, moins bien dans PISA, c'est notamment parce que son système scolaire est extrêmement massifié. Le système scolaire français est l'un de ceux qui garde en scolarité le plus d'élèves le plus longtemps, ce qui, me semble-t-il, est plutôt une bonne chose, mais a, c'est vrai, pour conséquence mécanique de faire baisser la moyenne dans PISA. Ensuite, ce que montre surtout, selon moi, l'enquête PISA, c'est que le système scolaire français est terriblement inégalitaire. L'écart entre les enfants issus d'un milieu favorisé et ceux issus d'un milieu défavorisé est l'un des plus grands au monde. Or, pour réduire les inégalités scolaires tout en élevant le niveau général, il y a plein de choses à faire. Recruter des enseignants, pour commencer, afin de combler les absences, voire de diminuer les effectifs par classe qui n'ont jamais été aussi élevés. Miser par ailleurs sur l'entraide entre des élèves de niveaux différents au sein d'une même classe, comme le recommande le professeur en sciences de l'éducation Philippe Mérieux. En revanche, les classes de niveau ne feront, je le crains, qu'accroître des inégalités déjà insupportables. Pourquoi c'est une mauvaise idée, les groupes de niveau ? C'est quelque chose qui a existé il y a longtemps en France, dans les années 70. C'est quelque chose qui existe dans certains pays ou qui a existé. Et il y a eu des tas d'études en sciences de l'éducation pour savoir si effectivement c'était plus efficace ou moins efficace en termes d'apprentissage. Et il se trouve que à peu près toutes les études sont d'accord pour dire que l'effet est à peu près nul et que s'il y a un effet, ça avantage un peu les bons et ça défavorise les plus faibles. Donc en fait, on va pas du tout régler notre problème d'hétérogénéité sociale qui, dans notre système scolaire, est absolument déterminante pour la réussite. On va au contraire accroître ce problème majeur. Vous avez peur que ça ne fasse qu'aggraver les choses et que si les mauvais sont avec les mauvais, ils restent définitivement mauvais en quelque sorte. Parce que la réalité, c'est quand même que quand il y avait ces classes, il y avait des classes entières par niveau. Il y a très longtemps, avant les grandes réformes du collège, vous aviez les classes avec les meilleurs, les moins bons, etc. Et c'était une catastrophe. En 3 niveaux, 6e 1 pour les bons élèves, 6e 2 pour les élèves moyens, et surtout 6e 3, ou classe de transition, pour les mauvais élèves, en tout cas ceux qui avaient des difficultés en primaire. Alors, ces 3 6e, eh bien, ça a continué jusqu'en 5e, avec toujours cette 5e de transition, 5e 3, avec normalement la possibilité, si on est en 6e 3, de passer en 6e 2, etc. Mais dès la 4e, il y avait une porte de sortie vers le monde professionnel. On a l'impression que c'est super. Eh ben non, c'était pas si simple. Pour certains professeurs, c'était même tout l'inverse. Ces filières étaient synonymes de stigmatisation pour les élèves et même d'une reproduction sociale assurée. Écoutez-les, ils étaient en salle des profs. Il en sort des enfants qui vont être catalogués au départ. On se demande si c'est réellement bon ou si c'est mauvais. Les classes de transition sont faites pour qu'on en sorte, mais l'expérience démontre qu'on s'en évade difficilement. Il y a 2 classes de transition qui groupent 40 enfants. Sur les 40, 30 sont des fils ou des filles d'ouvriers. 4 sont des fils ou des filles d'artisans, de petits artisans. Nicolas, vous l'avez vécu, vous, ces classes par niveau ? Jusqu'en 76, jusqu'à la réforme Abi. Ouais. À la fin du primaire, donc en CM2, vous étiez orienté vers la 6e 1, 6e 2 ou 6e 3. 6e 3, c'était... Et en plus, c'était en fonction, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un numéro, genre... si vous étiez en 6e 3, c'était bon. 6e 1, c'était général, 6e 3, c'était l'apprentissage. Et moi, j'étais orienté vers la 6e 3, parce que j'étais pas bon. Ouais. Et donc, mes parents m'ont mis dans le privé, sinon j'aurais été chaudronnier, parce que c'était vers ça qu'on m'avait orienté. Ouais. Donc, le collège unique, c'était quand même... On a cessé d'orienter les enfants à 11 ans. Jusqu'en 76, à 11 ans, votre avenir était tracé selon votre niveau scolaire. Je suis un exemple vivant de ce que sont les groupes de niveau. Donc j'étais élève en 93, dans les années 90. Et mon collège, pour essayer que les gens n'aillent pas dans le privé, parce que mon collège était un petit peu au milieu des cités, il a mis en place les groupes de niveau. Donc moi, il y avait les groupes lents, les groupes moyens lents, les groupes moyens rapides et les groupes rapides. Comme ça, les lents ne se rendaient pas compte qu'ils étaient les nuls. Donc ce que je peux dire, c'est que les groupes lents ont été formés avec tous les élèves qu'on ne voulait pas mettre ensemble. Donc on n'a pas fait de mathématiques. Donc je vous montre la progression pour ceux qui la voient. Regardez, c'est bien, c'est horizontal. Moi j'ai eu l'occasion d'intégrer un groupe moyen lent dans lequel la progression a été un tout petit peu supérieure. Et puis à un moment on m'a dit, bah toi t'es dans le groupe moyen lent, tu peux aller dans le groupe moyen rapide. Malheureusement c'était en fin de premier trimestre. Il y avait eu un écart, et puis finalement quand je suis monté, boum, j'ai pris le plafond et je suis retombé. Et donc en fait la mobilité entre les groupes, ça n'existe pas.
Donc c'est quelque chose qui n'a pas marché, c'est quelque chose qui a été abandonné, c'est quelque chose qui n'est pas seulement confirmé par mon expérience personnelle, mais qui est confirmé par toute la recherche dans le monde entier. C'est même pas culturel français le problème. Si celui qui est dans le groupe de niveau le plus faible passe, parce qu'il a bien réussi, parce qu'il a progressé, passe dans le groupe de niveau le plus fort, c'est pas mal. Bien sûr, mais c'est surtout... Ça le pousse peut-être à progresser, non? Je suis d'accord avec vous, sur le fond, c'est une représentation idéale qu'on a tous envie de penser. Dans la réalité, c'est que les emplois du temps sont tellement contraints dans les établissements qu'on ne pourra pas les faire changer de classe et les faire changer de niveau. Et il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est que dans les expériences qui ont déjà été vécues sur ces dispositifs, les élèves les plus forts, qui étaient les derniers du groupe le plus fort, ça se passait extrêmement mal pour eux en définitive. Ils souffrent aussi. Mais bien sûr. Si on met ensemble tous les élèves en difficulté et qu'on leur dit dès le début de l'année, voilà, vous arrivez de votre CM2, vous arrivez en 6e, vous passez un test et on vous dit, bon, bah, t'es dans le groupe des mauvais et tu le seras toute l'année, c'est compliqué aussi. Mais est-ce qu'on peut pas changer au cours d'année? Alors officiellement oui, mais moi j'attends de voir comment ça se passera. Donc c'est pour ça que je préfère que ça soit au sein de la classe, c'est-à-dire que l'enseignant puisse réellement changer, parce que si c'est une procédure très lourde ou c'est un groupe à l'extérieur de la classe, c'est pas si simple à mettre en œuvre. Parce qu'il parlait de groupes de besoins et de groupes de compétences. De groupes de compétences. Et en fait, c'est pas du tout pareil que des groupes de niveau. Donc les classes de niveau, ce serait différencier vraiment les élèves complètement avec des classes pour les meilleurs et puis des classes pour les moins bons, alors que les groupes de besoins, ça peut se faire à l'intérieur de la classe et ça peut être temporaire. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des dispositifs à condition que ce soit temporaire. Parce que, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est rompre l'idée du vivre ensemble, et puis il faut pas accompagner ponctuellement ceux qui en ont besoin pour justement en fonction d'un chapitre donné, leur tenir la main en quelque sorte à un moment quand on voit qu'ils ont des difficultés. Comment faire alors qu'il manque des profs dans les établissements? Comment organiser le planning des élèves? Pour le moment, ces questions restent en suspens. Il y a un antagonisme, si vous voulez, entre l'éducation nationale et les équipes, les communautés éducatives sur la création des demi-groupes, par exemple en langue, donc d'avoir des effectifs réduits. C'est évident qu'on apprend mieux l'anglais, l'espagnol, l'italien avec 12 élèves qu'à 35. Évidemment. Voilà, et ben ça il y a une volonté de destruction. Moi, j'assiste depuis 2017. On veut absolument casser tous ces demi-groupes, et donc au profit de ces groupes de niveau. Mais les groupes de niveau, c'est ça, non? Non, les groupes de niveau, c'est pas exactement ça. Hein. C'est pas exactement ça. Non. On fait des groupes de niveau qu'on sépare des classes, ce qui veut dire que les emplois du temps des 6e vont être très compliqués. Très concrètement. C'est-à-dire qu'on sépare des classes. En fait, les élèves vont être dans des groupes de niveau en français et en maths qui ne se correspondront pas à la classe où ils sont. On va regrouper tout le monde. Donc ça va être un truc un peu bizarre dans leur emploi du temps. Et dites-moi, c'est déjà le cas au lycée sur les spécialités. Exactement. Au lycée, ça suscite des mécontentements. Enfin, nous, on a quand même des élèves qui sont obligés de changer d'enseignement de spécialité pour passer le baccalauréat parce qu'ils n'ont pas eu cours de l'année. Hein. Oui, parce que oui. Oui, donc. Parfois parce que la spécialité choisie n'est pas enseignée dans leur lycée, ça peut. Non, mais réellement, c'est un problème de présence de professeurs pour dispenser la matière. Oui, pour dispenser la matière. Je précise que il y a 10 ans, 60% des cours se faisaient en effectif réduit, d'après les chiffres de l'ADEPE. Et maintenant, pas seulement en langue, mais aussi en physique, toutes les sciences expérimentales, en histoire, enfin dans toutes les matières où il y aurait besoin, c'est la grande demande des profs, c'est plutôt d'avoir au sein de leur cours, dans leur classe, un temps qui soit en effectif réduit, en demi-groupe, et dans lequel ils puissent repérer les élèves en difficulté et travailler avec eux. Alors racontez-nous. Je travaille en éducation prioritaire, donc nous on a des petits effectifs. Donc, vous avez combien d'élèves? J'en ai 12. Mais c'est pas des groupes en fonction du niveau en revanche? Non, pas du tout, et heureusement d'ailleurs. Le but dans une classe, la base de notre métier, c'est de différencier, de pouvoir s'adapter à nos élèves. Et avoir des bons élèves, ça nous permet également d'avoir une dynamique de classe. Ça nous permet de pouvoir mettre en place des choses, du tutorat, des aides, avoir un peu de dynamisme. Parce que quand on n'a que des élèves qui sont en difficulté, c'est pas ceux qui participent le plus. Donc ça devient vite assez mou. L'idéal, ça serait qu'on ait des petits effectifs partout. Avoir 30 élèves en primaire, en maternelle ou au collège lycée, c'est juste pas possible en fait. Pour qu'on puisse faire notre métier comme il faut. La difficulté, c'est moins la question du niveau que la question du nombre. Et elle dit que pour le coup, ça a été un vrai progrès. Le fait qu'il n'y ait plus que 15 à 18 élèves par classe. Oui, bien sûr. Le fait d'avoir des classes surchargées avec une grande diversité des profils d'élèves, ça accroît la charge de l'enseignant. Et du coup, ça rend les conditions d'exercice du métier difficiles. Et donc, effectivement, quand les conditions d'exercice sont pas bonnes, quand tout le monde est sous pression, on est moins disponible pour s'occuper de l'ensemble des élèves. L'idéal, c'est pas de groupe du tout et c'est 15 élèves par classe, quoi. Exactement. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Il faut se rappeler quand même une chose, c'est que
les groupes de niveau des plus faibles vont être stigmatisés dans les établissements, et la lutte contre le harcèlement, là pour le coup on est complètement à sens inverse. Je veux dire, aujourd'hui les élèves ils sont pas dupes, ça va être oui toi t'es dans le... Oui mais enfin ils sont déjà harcelés quand ils sont mauvais, ça peut arriver. Mais est-ce qu'on doit en rajouter en fait? Est-ce qu'on doit en rajouter? Parce que la difficulté c'est que moins il y a d'adultes, moins on s'occupe du harcèlement, et donc plus il y en a. Enfin je veux dire, je pense que c'est pas une spirale vertueuse.